Vous êtes bien d'accord avec moi. Personne n'a envie de mourir. Ou du moins, tant qu'on se porte bien. On est heureux de vivre. Et on espère que cela sera pour le plus longtemps possible. En poussant plus loin la réflexion, on se dit que mieux encore que de toujours vieillir sans parvenir à mourir, ce serait bien de pouvoir se fixer à un âge de sa vie, un moment habilement choisi, entre jeunesse et maturité, bien équilibré entre le mieux de son bien-être physique, le plein développement de sa maturité intellectuelle et le maximum de son aisance matérielle, et de pouvoir prolonger ce moment sans ne plus avoir à vieillir. On serait alors doué d'une vie toujours renouvelée, dans un état qui ne connaîtrait plus les blessures de la maladie, les injures du vieillissement, la décrépitude du corps et les meurtrissures de l'esprit. Tout cela, c'est un rêve. Or, quand l'homme veut donner forme à ses rêves, il invente des mythes. Il invente les dieux immortels, les divinités grecques éternellement jeunes et belles. Il invente Faust, qui négocie avec le diable moyen de redevenir jeune. Au Moyen-Âge, il invente un anneau qu'offrait la fée Morgane et qui permettrait de redevenir jeune dès qu'on passe la barre fatidique des 100 ans. Il invente la fontaine de jouvence, dont il suffit de boire quelques gorgées pour rajeunir aussitôt. Et là, comme je le disais à l'instant, on fixe l'âge idéal, 30 ans, 32 ans à la limite, en gros l'âge du Christ au moment de sa mort, donc forcément l'âge parfait. L'homme invente d'autres remèdes contre le vieillissement, et a fortiori contre la mort, et il pense que les avait trouvés Nicolas Flamel, bourgeois parisien du XIVe siècle. Il invente le phénix, cet oiseau prodigieux qui renaît de ses cendres, réactualisé par Harry Potter dans le cabinet de Dumbledore. Il invente le juif errant, qui vieillit jusqu'à l'âge de 100 ans, tombe alors malade, et quand il guérit, il a de nouveau 30 ans. Seulement voilà, on raconte qu'au cours d'une de ces apparitions, une des incarnations du juif errant se met à pleurer, en évoquant sa vie qui ne finit jamais. Alors là, se pose une autre question. Pourrait-on se lasser d'être immortel ? L'écrivain Borges met en scène un Romain immortel qui cherche partout l'eau capable d'annuler l'effet de la fontaine de jouvence, fontaine à laquelle il a bu sans examiner toutes les conséquences de cette jeunesse qui n'en finit plus. Car en effet, c'est bien le problème. À force de toujours être jeune, ne finirait-on pas par avoir envie de vieillir ? À force de toujours vivre, n'aurait-on pas finalement le désir de mourir ? Or, notre époque, qui a réussi comme jamais dans l'histoire à prolonger la vie, notre époque finit par se confronter aux conséquences psychologiques, aux problèmes sociologiques que pose ce vieillissement conquis de haute lutte par les progrès de la médecine. Eh bien voilà, nous y sommes. L'opéra de Janacek reprend à sa manière tous ces mythes et les réinterprète au gré d'une histoire dont nous allons cerner les contours. Commençons par préciser la source de cet opéra. Vous ne connaissez peut-être pas le nom de l'écrivain tchèque Karel Čapek, mais vous connaissez tous le mot qu'il a inventé, le mot de robot. En 1921, il écrit une pièce de science-fiction qui raconte comment un vieux savant met au point une série de robots à apparence humaine. Il en multiplie la fabrication pour que ces robots accomplissent à la place des hommes toutes sortes de tâches quotidiennes dont ils seront ainsi libérés. Or, ces robots finissent par ressembler tellement aux hommes qu'ils essayent même de les éliminer. Ainsi, Čapek est un auteur d'une invention débordante. Il est le précurseur de l'intelligence artificielle, comme il imagine aussi dans ses pièces et ses romans la conquête spatiale, la bombe atomique, le clonage, les manipulations génétiques.
À chaque fois, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tellement les progrès de la technique que les conséquences que peuvent avoir ces progrès sur la vie des hommes. Il meurt en 1938, mais il a pressenti une bonne part des questions que se pose notre époque. C'est une comédie que Karel Čapek écrit en 1922, Věc Makropoulos, qui va retenir l'attention de Janáček. Le compositeur écrit lui-même son livret, en y accordant beaucoup de soin. Il adapte à son gré le texte, en le resserrant bien sûr, mais en changeant aussi son orientation. Il insiste moins sur l'aspect satirique et politique que sur le portrait de la protagoniste, une fascinante figure de cantatrice exerçant son pouvoir de séduction sur les personnages qui l'entourent, autant que sur nous, les spectateurs. Il faut ensuite pratiquement 2 ans à Janáček pour composer sa partition, terminée fin 1925. L'affaire Makropoulos est créée au Théâtre national de Brno en décembre 1926. C'est l'avant-dernier opéra de Janáček qui meurt en août 1928 à 74 ans. Son âge, qui n'a certes pas limité la force d'inspiration, n'est sans doute pas sans rapport avec le sujet qu'il a choisi. Ce sujet, il est fort différent de ceux de ses précédents ouvrages, différent de la tragédie paysanne de Jenůfa, du burlesque des excursions de M. Brouček, du drame bourgeois de Katia Kabanova, de la fantaisie animalière de la petite renarde rusée, et différent aussi de ce que sera le dernier opéra de la Maison des Morts. Notez que tous ces titres ont été joués au Grand Théâtre lorsque Jean-Marie Blanchard les avait systématiquement présentés. Seul Makropoulos était resté sur le carreau, ainsi sera bouclé tout un cycle Janáček. Avec la pièce contemporaine de Čapek, le compositeur met en musique la Prague moderne, bureaux d'avocats, téléphones, chambres d'hôtel et bouteilles de whisky. Mais il retrouve aussi, en faisant, comme on va le voir, intervenir le fantastique au milieu du réel, le besoin profond de mêler les plans, de montrer le tragique sous le quotidien, de révéler l'étincelle divine cachée dans les cœurs. On sait que Janáček est un compositeur tardif, à la fois parce qu'il lui a fallu du temps pour parvenir à sa maturité musicale, et parce qu'il a été difficilement reconnu dans son pays d'abord, puis en Allemagne et en Autriche. Il n'obtiendra de vraie reconnaissance internationale qu'à partir des années 1980, comme si sa modernité avait dû attendre que l'époque soit prête à le recevoir, comme si l'originalité profonde de son langage avait été en avance sur son temps. Si l'on écoute le tout début de l'ouverture, on comprendra tout de suite que cette musique ne ressemble à rien d'autre, dans sa violence, dans ses arêtes vives, ses éclats convulsifs, ses rythmes contradictoires, cet orchestre déchaîné qui laisse soudain échapper de courtes bouffées d'ardent lyrisme. Plus loin dans l'ouverture, et à plusieurs reprises, comme pour interrompre le flux musical, l'orchestre se dissocie entre le premier plan, où battent les timbales, et un lointain de fanfares et de tambours qui résonnent en coulisses. C'est comme si la musique ouvrait sur un autre plan, éloigné dans l'espace, au fond de la scène,
mais aussi éloigné dans le temps, comme un souvenir lointain, ici brutalement scandé comme tranché par les accords de l'orchestre dans la fosse. À la fin de l'ouverture, la fanfare lointaine résonne encore, plus lente, plus grandiose et presque apaisée. Ainsi, l'ouverture pose une question, pour le moment sans réponse. Cette question ouvre le mystère. Ne retenons pour le moment que cette idée, deux mondes s'affrontent, à longue distance, ces fanfares lointaines creusent le temps. Ces très courts fragments vous l'auront sans doute suggéré, c'est une musique touffue, pas immédiate d'accès, une musique forte et drue, mais qui réussit à devenir parfaitement communicative et intelligible, pour peu qu'on accepte son individualité, à nul autre pareil, pour peu qu'on se prépare à pénétrer l'intrigue qui la sous-tend. Et c'est bien à cela que sert cette présentation. Pour bien suivre cette intrigue, le mieux serait bien sûr d'apprendre le tchèque. Si vous ne le parlez pas déjà, le délai risque d'être un peu court. Sachez que les dialogues vont bon train, que les répliques s'enchaînent et que vous aurez peut-être de la peine à suivre les surtitres. Voilà pourquoi je requiers votre attention et votre concentration pour que vous puissiez bien pénétrer les ressorts de l'action. Il est d'usage de traduire Wiec Makropoulos de diverses manières selon les langues. En tchèque, c'est la chose Makropoulos, c'est-à-dire le mot le plus vague et le plus polyvalent. En allemand, on a donc traduit par Die Sache Makropoulos. Mais en anglais, par The Makropoulos Secret ou The Makropoulos Case. Donc, en français, plutôt que la chose Makropoulos qui aurait sonné vraiment mal, ce pourrait être le cas Makropoulos. Mais pour préciser, on traduit parfois par le dossier Makropoulos, qui nous dirige du côté des notaires et des avocats. L'affaire Makropoulos, le titre finalement admis, confirme qu'il s'agit d'abord d'un procès, de l'affrontement très complexe entre deux parties, les Grégor et les Prousse, donc une affaire de justice qui traîne depuis près de 100 ans. Alors, essayons de résumer ce qui fait l'objet des premières scènes, situées en 1922 dans le cabinet de l'avocat maître Kolenati. Wittek, le premier clerc, expose la situation, en présence d'un certain Albert Grégor. On attend le verdict du procès en cours. Les deux parties, les Grégor contre les Prousse, se disputent un domaine valant plusieurs millions. Ces millions qui feraient bien l'affaire d'Albert Grégor, endetté jusqu'au cou. Le domaine appartenait autrefois au baron Joseph Ferdinand Prousse. Celui-ci est mort en 1827, célibataire, et a testé, mais oralement seulement, en faveur d'un certain Ferdinand Grégor, qui semble bien avoir été son fils illégitime. Comme il n'a pas laissé de testament écrit, tout l'enjeu du procès tourne autour de l'identité de ce Grégor. Est-ce Karel Ferdinand Grégor, arrière-grand-père d'Albert Grégor, comme plaide ce dernier? Est-ce un personnage dont on a perdu la trace, donc sans légitimité à prétendre à l'héritage, comme plaide le baron Jaroslav Prousse, lui-même devenu héritier par un cousin du Ferdinand Prousse de 1827. Entre dans le bureau de l'avocat Christa, la fille du clerc Wittek. C'est une jeune cantatrice qui chante à l'opéra et qui, en plein émoi,
vient dire son admiration sans borne pour la cantatrice qui doit se produire le soir même à l'opéra. Cette cantatrice, c'est Emilia Marti, une diva d'un suprême talent et d'une incomparable beauté. Or voilà qu'elle survient elle-même, Emilia Marti, la diva, qui, de façon étrange, semble très au courant de l'affaire Grégor Pruss. Elle donne plein de détails sur Ferdinand Grégor, qu'elle appelle Pépi, comme si elle l'avait bien connu. Elle parle de son fils naturel, qu'elle appelle Ferdi. Elle est même capable de révéler le nom de la mère de cet enfant. Elle s'appelait Eliane MacGregor, cantatrice à l'Opéra de Vienne. Et surtout, elle dit connaître l'emplacement exact d'un testament écrit. Il est, dit-elle, cacheté dans une enveloppe jaune parmi toutes sortes de lettres et d'autres documents. Il est conservé dans un tiroir marqué 1816 dans une armoire qui se trouve dans la maison du baron Pruss. Elle persuade l'avocat d'aller le chercher. Celui-ci part en courant. Restés seuls donc, Emilia Marti et Albert Grégor. Ce dernier considère l'intervention d'Emilia Marti comme un miracle, inexplicable, qu'Emilia se garde bien d'expliquer. Et comme ce miracle a pris la forme de cette femme superbe, Albert Grégor, subjugué par sa beauté, se lance dans une déclaration en règle et lui promet tout ce qu'elle voudra. Ce qu'elle veut, Emilia, c'est un document rédigé en grec, dont Grégor ignore tout. Reviennent l'avocat Colenati, avec le baron Pruss lui-même, chez qui ils ont trouvé le testament, qui désigne comme héritier un certain Ferdinand. Pruss exige la preuve que ce Ferdinand est bien Ferdinand MacGregor. Quand Emilia Marti affirme qu'elle pourra produire cette preuve, c'est l'étonnement général et la fin du premier acte. Profitons de ce court entr'acte pour une petite parenthèse musicale. Comment caractériser le style vocal de Janáček ? Je disais que le dialogue allait bon train, dans un débit rapide. La phrase mélodique se coule souplement sur le rythme et l'inflexion de la langue tchèque. C'est que Janáček est obsédé par ce qu'il appelle la mélodie du parler. Il avait toujours avec lui un carnet dans lequel il notait de courtes phrases entendues autour de lui, dans la vie courante. Il notait musicalement ces phrases, car elles étaient pour lui la vibration affective du langage, traduisant l'infinie richesse du sentiment. Dans ses opéras, il veut recréer ce flux des mots, et sa musique sera le sismographe du mouvement de l'âme sous-jacent au langage, ce mouvement de l'âme qui motive l'inflexion mélodique et rythmique de la phrase. Pourtant, il ne s'agit pas tellement d'imiter la mélodie du langage, mais de créer une musique du parler, derrière laquelle apparaisse la dimension affective, ce qui fera entrer en sympathie profonde avec les personnages. Précisons que ce travail sur l'inflexion parlée n'en reste pas seulement au registre vocal. Elle passe constamment de la voix aux instruments pour constituer l'ensemble du discours musical. C'est comme si tout l'orchestre devenait l'écho de la voix, pour en multiplier cet effet de sismographe de l'âme dont je viens de parler. Prenons un exemple très simple, emprunté aux premières pages de l'opéra. Le premier clerc Vitek monologue à propos de ce procès interminable qui oppose Grégor et Pruss. Affaire Grégor Pruss. Causa Grégor Pruss. Écoutez le dessin en arabesque que fait la voix de ténor avec un aigu sur la première syllabe de Grégor. Causa Grégor Pruss. Réécoutons-le bien pour en retenir le dessin. Causa Grégor Pruss. Et maintenant le contexte. Écoutez bien l'orchestre qui va reprendre le dessin mélodique, le répercuter, le faire passer d'instrument en instrument.
a ti už dodělala. Ach jo, ach Bože, 1827, 32, 47, za pár let jsme mohli mít stoleté jubileum. Causa Gregor Bruce. Ach jo, nic netrvá věčně. C'est donc toute la scène qui est ainsi irriguée par ce petit motif. Il varie de couleur, de nuances, mais le laisse toujours reconnaissable. On touche ainsi à un des principes de composition de Janáček. C'est à partir de la profusion de ces motifs très courts que se tisse le discours de l'orchestre, qui procède par addition, par variation constante. Ces motifs sont comme de petites pierres qui constituent la mosaïque de l'orchestre, mosaïque en perpétuelle mutation, toujours à l'affût des mots pour en multiplier l'écho et en révéler le sentiment sous-jacent. Revenons à l'exposé de l'intrigue. Au deuxième acte, nous sommes dans les coulisses de l'opéra où Emilia Marti vient de connaître un succès triomphal. C'est autour d'elle que tout va graviter. Une femme de ménage et un machiniste qui échangent leurs commentaires, la jeune Christa, toujours aussi fascinée par la cantatrice, Christa qui tente de retenir les élans de son amoureux Janek, le fils du baron Pruss, Albert Gregor, qui vient avec un bouquet et un bijou pour lequel il s'est endetté et qu'Emilia repousse avec ironie, le clerc Vitek, qui ose rappeler les talents de cantatrice du passé qu'Emilia Marti dénigre sans pitié. Et puis soudain, un petit vieux, Hauck, aristocrate déchu, qui, bredouillant et sanglotant, tombe aux pieds d'Emilia. « Vous ressemblez tellement, dit-il, à une gitane, Eugenia Montes, que j'ai aimée à la folie il y a 50 ans. » Loin de le repousser, Emilia lui demande un baiser. Tout ce monde finit par s'éloigner. Ne reste que le baron Pruss, qui demande à Emilia comment elle a pu savoir où se trouvait le testament. Elle élude la réponse, mais Pruss parle des lettres qu'il a trouvées avec le testament. Lettres signées E.M., adressées à son aïeul Ferdinand Pruss. E.M. est Eliane MacGregor, Eugenia Montes ou Emilia Marti. Ou alors Elina Makropoulos, une grecque de Crète, dont le nom apparaît comme mère d'un enfant illégitime, Ferdinand, né à Loukov en 1816. C'est qu'avec le testament et les lettres, il y avait aussi une enveloppe cachetée. Le testament, les lettres, l'affaire de l'héritage, aucun intérêt pour Emilia Marti. Mais cette enveloppe cachetée, elle y attache, semble-t-il, un très grand prix qu'elle est prête à payer à Pruss. Il la lui faut, absolument. Elle tente de séduire le jeune Janek Pruss pour le convaincre de voler l'enveloppe à son père, le baron. Ce dernier survient et dit « Ne te donne pas cette peine, Janek », et il le chasse. L'enveloppe, il la donnera lui-même à Emilia si elle veut bien le rencontrer cette nuit. Le lendemain matin, troisième acte, dans une chambre d'hôtel, le marché s'est conclu avec Pruss en échange des faveurs d'Emilia. Elle reçoit l'enveloppe des mains de Pruss, qui se plaint de n'avoir eu entre ses bras qu'une femme froide comme la glace, comme si j'avais tenu une morte. On apprend une terrible nouvelle, le suicide du petit Janek, qui s'est tué de désespoir d'amour pour Emilia, qui semble aussi avoir été plein de remords pour avoir voulu trahir son père. Emilia accueille la nouvelle de ce suicide avec une totale indifférence. « Qu'est-ce que j'y peux ? Il s'est tué à cause de vous !»« Bof, il y en a tellement qui se tuent. » Le petit vieux, le baron Hauck, toujours amoureux de son Eugenia Montes, convainc Emilia de s'enfuir en Espagne.
Mais ils sont arrêtés par le retour de tout le monde. Albert Gregor, Colenati, Vitek, Christa et Proust, tous sont là sur scène. L'avocat Colenati somme Emilia d'expliquer pourquoi l'écriture d'Eliane MacGregor sur les documents de 1836 est la même que celle d'Emilia Marty. Comme elle tente encore d'éluder, elle se réfugie dans la chambre voisine, on fouille dans ses affaires, on y trouve les noms de Genia Montes, Elsa Müller, Eliane MacGregor, Ekaterina Mishkin, Elina Makropoulos, toujours les mêmes initiales, et M. Acculée, revenue avec une bouteille de whisky dont elle se verse verre après verre pour se donner du courage, dit-elle, elle finit par s'expliquer. Elle est née en Crète en 1585. Son père, Hieronymus Makropoulos, est devenu le médecin particulier de l'empereur Rodolphe II, roi de Bohême, le dernier des Habsbourg à résider à Prague, au milieu d'une cour de musiciens et de peintres, le fameux Arcimboldo entre autres. Épris d'ésotérisme et d'alchimie, cette figure historique s'intègre donc idéalement dans la fiction forgée par Čapek. Les fanfares de l'ouverture, vous vous en souvenez? Eh bien, c'était pour Janáček le moyen d'évoquer l'empereur Rodolphe II et de suggérer par avance le mystérieux passé d'Emilia. Donc, en 1585, l'empereur demande à son médecin grec de préparer pour lui un élixir de longue vie. Méfiant, il oblige Makropoulos à essayer sa mixture sur sa fille Elina, âgée de 16 ans. Elle tombe gravement malade, son père est accusé d'imposture et jeté en prison. L'empereur ne boit donc pas l'élixir. Comment aurait-il pu vérifier qu'il était efficace? Elina se remet pourtant et prend la fuite en emportant avec elle la formule. Elle traverse alors les siècles, parcourt le monde, devient cantatrice, changeant toujours de nom, mais non pas d'initiale. Elle multiplie les succès, les amants, les enfants, brisant les cœurs et devenant de plus en plus indifférente au sort de ceux qui l'aiment. Elle est revenue à Prague, elle a maintenant 337 ans, elle sent que les vertus de l'élixir commencent à faiblir, elle tente de récupérer le document, le Viets Makropoulos, qui contient la recette du breuvage qu'elle avait imprudemment confié à son amant Joseph Ferdinand Proust. Or, maintenant qu'elle sent la mort s'approcher, maintenant qu'elle a retrouvé la formule, elle se rend compte que 300 ans de plus ne seraient que 300 ans de solitude. Son cœur est sec. Elle a tout vécu, tout connu. Témoin de tant de vie et de tant de morts, elle a perdu tout intérêt pour les autres, ceux que sa beauté immuable continue à fasciner, ceux qui l'aiment et qu'elle ne peut plus aimer. La formule de l'élixir, elle n'en veut plus. Elle la donne à la jeune Christina. Tu es belle, tu seras célèbre, tu chanteras comme Emilia Marty. Prends donc. Christa prend le parchemin, le tient au-dessus de la flamme d'une bougie. Le document se consume en même temps qu'Emilia s'effondre et que la vie la quitte. Vous le voyez, ce troisième acte apporte non seulement la solution de l'énigme, mais surtout ouvre sur une émotion absente dans les deux premiers actes, qui sont touffus, difficiles à comprendre, difficiles dans tous ces détours d'un procès compliqué, difficiles dans la présence de ce personnage étrange, insaisissable, aux humeurs contrastées, capricieuse comme une diva trop adulée, dangereuse comme une croqueuse d'hommes, ironique
insolente, voire méchante, et par moments naïve et touchante comme une jeune fille, mais surtout femme blessée, hélas. Or, quand tout le mystère se dévoile, on quitte le champ du mystère policier et de la science-fiction, et on découvre une grande figure tragique, où l'émotion perce sous le mythe. Elina Emilia a tout vécu, mais elle a surtout tout perdu. Toutes ses amours successivement traversées et sans cesse détruites, ses maternités répétées, toutes les morts de ceux qui l'ont aimée et qu'elle a pu elle aussi aimer. Elle est devenue un monstre froid, mais c'est surtout, une bête traquée. Tant de froideur cachait tant de fragilité, tant de cynisme révélait une blessure profonde. Si elle se montre scandaleusement indifférente au suicide du petit Yannick, c'est qu'elle a vu mourir tellement de gens que la mort des autres est devenue une habitude, comme le dit une de ses interprètes, Catherine Malfitano, qui ajoute « Pour Marty, la vie est tellement compliquée. Elle ne peut jamais être elle-même, parce qu'on ne peut jamais l'être que par le regard des autres. Elle est désabusée et sans illusion devant la vie et les gens, ce qui lui donne une grande distance face aux événements. Pendant 300 ans, elle a revécu l'éternelle et ennuyeuse répétition du manège de la vie. La scène finale est une véritable catharsis. Parce qu'elle n'a jamais raconté son histoire auparavant, Emilia est libérée de son traumatisme. Elle peut se regarder en face et accepter de mourir. Elle redevient elle-même en retrouvant ses racines et ses sentiments. Son humanité embrasse aussi Dieu. Fin de citation. C'est bien ce que la musique nous dit. Au moment même où elle révèle son âge, où elle va livrer son véritable nom, Elina Makropoulos, elle s'exclame « Paterimon », le début du Notre Père en grec, sa langue première. Un chœur de coulisses, c'est la seule fois de tout l'opéra que le chœur intervient, répète ces paroles et chante « Nous sommes des choses et des ombres ». Et puis « Mourir ou bien partir, tout est égal, c'est la même chose ». Ainsi dit-elle, et nous allons l'écouter, « La vie s'est arrêtée en moi et n'ira pas plus loin. Cette terrible solitude. La vie finit par lasser. La terre finit par lasser. Le ciel finit par lasser. Et on reconnaît que l'âme est morte en soi. » Et les dernières paroles de la mourante reprendront le Paterimon, le Notre Père grec. Et M. Jouons un peu sur ces initiales. C'est donc enfin morte, mais surtout
enfin émouvante, après avoir été étonnamment métamorphosable, étrange et monstrueuse, exceptionnellement merveilleuse, oui, éternellement mortelle, et finalement, évidemment mortelle. Eh bien voilà, chers amis, contre les pouvoirs diaboliques de la magie, tentative fascinante, mais destructrice d'échapper à la fatalité du trépas, Janáček, comme son héroïne, choisit les limites de la destinée humaine, cette misère qui fait sa grandeur.